heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Suppression du paiement des pécules des étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés à qui menacé. Le SUTSAS sonne la riposte contre le ministre des Finances. Les détails avec Mbalo Diacham, président de l'Alliance And Gueusseum SUTSAS dans cette édition. Le collectif des victimes de 2021 en colère contre les autorités actuelles. Elles se sentent lésées par les autorités qui, au lieu de leur rendre justice, organisent des meetings et votent même la modification du code électoral. Vous entendrez également dans cette édition Boubacar Seye, le président des victimes de 2021 à 2024. Et puis, depuis 2014, la loi portant sur la réglementation de la location au Sénégal souffre d'une application stricte. Les locataires n'ont pas encore vu le bout du tunnel. Certains bailleurs continuent de bafouer les règles relatives aux normes de cautionnement. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. En plus bref, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar hier dimanche à destination de Nairobi, où il prendra part jusqu'au 13 mai au sommet Africa Forward, nouveau cadre de dialogue entre l'Afrique et la France. Cette rencontre réunira chefs d'État, institutions financières et acteurs économiques autour des grands défis du continent. Le Sénégal entend y défendre la vision d'une Afrique souveraine, exigeante sur le financement de son développement, la consolidation de la paix et la maîtrise de ses choix stratégiques. Et puis la coalition syndicale Jonction des luttes And Gueusseum SUTSAS dénonce une remise en cause des acquis syndicaux et accuse le ministre des Finances d'orchestrer une politique d'austérité au détriment des travailleurs de la santé, des étudiants professionnels et des couches sociales vulnérables. Le syndicat appelle à la mobilisation, la radicalisation de la lutte face au retard du paiement, aux suppressions d'avantages sociaux et coupes budgétaires jugées injustes. Je vous propose d'écouter Mbalo Diacham. Il est le président de l'Alliance And Gueusseum SUTSAS. Il est au micro de Sierra Béatrice Ndion. Le ministre des Finances, non content de traîner les pieds dans l'allocation de l'indemnité de logement aux agents qui en sont exclus depuis le 31 mai 2022, s'illustre encore négativement par la suppression du paiement des pécules aux étudiants de l'ENTSS après ceux de l'ENDSS. Pour cause, le statut général des fonctionnaires ne le prévoit pas. En conséquence, le SUTSAS rejette avec la dernière énergie la remise en cause de ces acquis syndicaux obtenus de haute lutte sous le magistère de son Excellence Abdoulaye Wade, comme si ce dernier ignorait le statut général de la fonction publique. Et pour autant, le ministre des Finances jouit des fonds communs qui ne sont pas prescrits par le statut général des fonctionnaires. Il n'y a-t-il pas deux poids, deux mesures? Avec la diminution drastique du budget de la santé, les ponctions de salaire et le retard du paiement du fonds de motivation, le SUTSAS rappelle au ministre des Finances que la coupe est pleine et que M. le Président de la République doit monter au créneau pour abréger les souffrances des populations et des travailleurs. Nous en profitons pour dire que le jeudi 14 et le vendredi 15, coïncidant avec l'Assomption, ces 2 jours ne seront pas considérés comme des jours de grève. Depuis 2014, la loi portant sur la réglementation de la location au Sénégal souffre d'une application stricte. Les locataires n'ont pas encore vu le bout du tunnel. Les bailleurs continuent de bafouer les règles relatives aux normes de cautionnement. Et puis le président de l'Association pour la défense des locataires, Iliman Sall, que je vous propose d'écouter. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Je pense qu'aujourd'hui, les problèmes deviennent de plus en plus accrus pour les locataires qui ne savent même plus à quel sens se vouer. Parce que, effectivement, en 2014, on a essayé de baisser les loyers. Le président Macky Sall avait eu le courage, sous la direction du professeur Iba Der Thiam, je faisais partie de la commission. On a baissé les loyers, mais malheureusement, il n'y avait pas de suivi. Les bailleurs ont pu contourner cette loi-là pour revenir à la situation de départ, sinon même pire qu'à la situation de départ. Et après 2014, les choses se sont exacerbées à telle enseigne qu'en 2023, le président de la République, sous la pression des associations de consommateurs et des locataires, a pris un autre décret pour baisser à nouveau les loyers en mars 2023. Malheureusement, on a créé une commission de régulation des loyers, la CONAREL, pour réguler. Jusqu'à présent, les problèmes demeurent et ça devient de plus en plus accru. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le terrain, il n'y a aucun suivi. On laisse le bailleur contracter librement avec le locataire en lui
aujourd'hui exige ces prix. Alors que les textes existent, il y a énormément de textes qui réglementent le loyer, mais on laisse les textes de côté pour effectivement, au profit du bailleur, laisser le locataire subir toutes les pressions possibles. Aujourd'hui, si on assiste à une seule chambre qui peut coûter plus de 100 000 francs à Dakar, c'est excessif et prohibitif. Effectivement, les locataires n'en peuvent plus. Si aujourd'hui on parle de cherté du loyer, de la cherté même de la vie à Dakar et au Sénégal, le loyer contribue beaucoup à cette cherté de la vie à Dakar et au Sénégal en particulier. Et ce problème de la réglementation de la location au Sénégal résulte d'un manque politique, d'un manque de volonté politique de l'État. Et pourtant, la digitalisation du loyer pourrait être une bonne affaire qui pourrait aider l'État à contrôler les normes et les prix. Je vous propose toujours d'écouter Eliman Sall. Il est toujours au micro d'Ibrahima Khalil Djemel. Réglementer le secteur du loyer devient un impératif pour les nouvelles autorités qui n'ont rien dit jusqu'à présent depuis qu'ils sont à la tête de ce pays-là. Ils n'ont pas encore posé d'acte allant dans le sens d'abréger quand même la souffrance des locataires. On n'en peut plus, on souffre énormément, on vous fait sortir, on réflexionne un peu et on augmente le loyer. Et le principal blocage, parce que depuis 1977, tous les législateurs qui se sont succédés ont pris des lois concernant le loyer qui est très bien réglementé sur le plan textuel au Sénégal. Le Sénégal ne souffre pas de textes bien faits concernant le domaine du loyer. Ce qui pose problème, c'est l'applicabilité sur le terrain. Parce que quand vous prenez des lois, vous prenez des décrets qui sont destinés aux locataires, évidemment, et que le locataire, quand il a un problème, on lui demande d'aller au tribunal. Mais comment le locataire peut-il abandonner son travail? Vous connaissez les lenteurs administratives qu'il y a dans les tribunaux. Chaque jour au tribunal contre un bailleur, mais il risque de perdre et son emploi et le local qu'il avait pris en location. Et nous, on avait fait une proposition de la digitalisation du secteur et de demander à l'État d'imposer aux bailleurs que les cautions et les avances passent au niveau de la caisse des dépôts et de consignation. Comme ça, il y aurait une traçabilité. Donc, tout le problème réside sur une volonté politique réelle de nos gouvernants à prendre à bras le corps cette question-là pour pouvoir régler définitivement. Aujourd'hui, la digitalisation pourrait définitivement régler ce problème-là. Meeting des acteurs politiques et autorités actuelles, modification du code électoral à l'Assemblée nationale, autant d'activités qui montrent à quel point les victimes des événements de 2021 à 2024 sont oubliées et laissées à eux-mêmes sans justice. C'est la conviction de Boubacar Seye, le président du collectif des victimes de 2021 qui revient à la charge d'interpeller les autorités actuelles et qu'il ne saurait y avoir de dialogue et de réconciliation sans justice pour les martyrs. Boubacar Seye, président du collectif des victimes de 2021, que je vous propose d'écouter. 2 ans après le changement de pouvoir au Sénégal, nous, collectifs des victimes, attendons toujours que justice soit rendue. Je ne saurais vous dire exactement ce qui bloque ce dossier judiciaire, mais je pense tout simplement que ce retard pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, ce sont des dossiers très sensibles qui touchent parfois d'anciens responsables politiques ou sécuritaires. Une autre partie de l'opinion estime aussi qu'il existe une présence politique, voire des blocages par crainte de tension ou division. Ce qui est clair aujourd'hui, beaucoup de familles ont le sentiment d'être oubliées pendant que le champ politique est en ébullition avec des meetings ou des débats autour des lois L29, L30. Les victimes attendent toujours justice. Le vrai danger, c'est que la souffrance des familles soit reléguée au second plan au profit des intérêts politiques. Les Sénégalais attendent des actes beaucoup plus concrets. Établir les responsabilités, réparer du moins les préjudices et garantir que de tels drames ne se reproduisent plus. Dans le reste de l'actualité, direction Ziguinchor où la relance des opérations de déminage se précise, confrontée à l'ampleur des zones encore minées et aux défis logistiques liés aux équipements lourds récemment acquis grâce à l'appui du Japon. Le Centre national d'action anti-mine au Sénégal annonce la mise en place progressive du dispositif nécessaire au redémarrage des activités entre processus d'accréditation des organisations spécialisées, mobilisation de ressources supplémentaires et renforcement des capacités humaines et matérielles. Les autorités veulent accélérer l'action minimale anti-mine dans cette région longtemps marquée par le conflit. Salomon Djedjou est le directeur général du CNAM, c'est le Centre national d'action anti-mine au Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Le plus gros souci que nous avons au niveau de la Casamance par rapport au déminage, c'est par rapport à la superficie et aussi les moyens que nous disposons pour faire le travail.
Le Japon est venu pour nous appuyer avec du matériel très lourd pour lesquels il va falloir mobiliser d'autres ressources par rapport aux chars qui vont servir de transporter ces machines de 30 tonnes. Oui, 30 tonnes. Donc du coup, le travail reste à faire. Et nous, aujourd'hui, en tant que CNAMS, nous sommes en train de travailler pour la relance des activités. En quoi faisant? En mettant en place le dispositif nécessaire pour tout ce qu'on appelle accréditation. On a deux types d'accréditation, c'est organisationnel et puis opérationnel. Donc pour le moment, on a déjà accrédité organisationnellement 2 organisations et nous sommes en train de faire des études pour les accréditations opérationnelles pour les organisations qui en ont demandé. Et ce travail, quand on aura fini, toutes les chaînes et toutes les maisons de presse seront invitées pour le lancement de l'activité au niveau du terrain. Et je suis d'autant plus rassuré si je vois qu'on a assez de personnel qui sont formés, mais aussi on a le matériel que nous pourrons utiliser pour faire avancer l'action anti-mine au niveau de la Casamance. Que les équipes, notre commission qui est en charge d'accréditer les organisations par rapport à tout ce qui est action anti-mine, ils sont en train de faire des études par rapport à ça. Donc cette semaine, nous avons avancé par rapport à certaines demandes qui n'étaient pas complètes. On a demandé des compléments, on a complété. Et ce qui est sûr et certain, la semaine à venir, nous allons finir le processus d'accréditation et planifier certainement le démarrage ou le lancement des opérations sur le terrain. Et vous serez tous invités parce que nous comptons faire une activité de masse, permettre à ce que les gens sachent qu'on a commencé. Et ce commencement, c'est pour juste dire que nous sommes prêts à aller jusqu'à là où il faut, parce que l'option du Sénégal, c'est d'avoir 0 mine partout au Sénégal. En 2031. Et le reportage du jour nous mène à la cité Khandar 2 à Ouest Foire où l'insécurité gagne du terrain. Les habitants se disent inquiets des problèmes majeurs confrontés. C'est un reportage de Khalifa Ababakar Fall. À Ouest Foire, la population de la cité Khandar 2 vit sous la hantise de l'insécurité. Sur la route qui mène vers le mur de l'aéroport, parfois des scènes d'agression sont notées. La route du mur de l'aéroport demeure aujourd'hui l'une des principales préoccupations des populations. Située sur l'axe Rerian, la mosquée Adama Faye au rond-point de Yoff. Ce tronçon est régulièrement pointé du doigt pour les nombreux cas d'agression qui y sont signalés. Une insécurité grandissante et une peur permanente demeurent ici. La présence de certains est perçue comme de la menace qui perturbe la tranquillité des habitants. 3 heures du matin, L'incendie survenu récemment aux environs de 3 heures du matin, causant d'importants dégâts matériels. Malgré l'alerte donnée personnellement au sous-préfet, 3 étages ont été entièrement ravagés par les flammes. Les habitants dénoncent également la prolifération incontrôlée des bars dans la zone. Sans remettre en cause le droit de population à exercer leurs activités, nous appelons toutefois l'État à renforcer les contrôles et à mieux encadrer tout ce qui se passe dans ce quartier. L'implantation des vendeurs de produits impropres à la consommation expose la santé des populations. Nous dénonçons également l'occupation anarchique de certains espaces du quartier par des vendeurs de nourriture installés sans véritable contrôle sanitaire. De petites tables sont dressées un peu partout pour la vente de repas, au mépris parfois des règles d'hygiène, une situation qui serait à l'origine de plusieurs cas de maladies signalés dans la zone. Face à cette situation, nous lançons un appel aux autorités afin qu'elles renforcent le contrôle et veillent davantage sur ce qui se passe dans ce quartier. Ce quartier est caractérisé par une forte densité et des constructions parfois précaires. Les populations attendent des solutions venant de l'État du Sénégal pour une vie paisible et tranquille. Ce reportage met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la presse et c'est la page internationale. Le sport et la revue de la presse, à présent l'Inter. L'actualité internationale nous mène au Moyen-Orient où Donald Trump a qualifié hier soir de totalement inacceptable la réponse iranienne à la proposition de Washington destinée à mettre fin à leur conflit, tandis que Téhéran a dénoncé des demandes excessives qui équivaudraient à une capitulation, a rapporté la presse officielle iranienne. Peu après, Benjamin Netanyahu a fait part de sa détermination de récupérer l'uranium iranien dans une interview à la télévision. C'est
CBS. Et Téhéran a répondu à la proposition américaine visant à mettre fin au conflit. C'était hier via le médiateur pakistanais. L'Iran menaçait un peu plus tôt de s'en prendre à des intérêts américains dans la région après l'attaque de 2 de ses pétroliers. Une réponse jugée totalement inacceptable par le président américain Donald Trump. Le président français Emmanuel Macron, lui, a assuré que son pays n'avait jamais envisagé un déploiement militaire naval dans le détroit d'Ormuz, mais une mission de sécurisation concertée avec l'Iran. Il répondait à l'Iran qui a menacé d'une réponse décisive et immédiate en cas de déploiement français et britannique dans le détroit d'Ormuz, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de bâtiments militaires dans la région. Et puis parlons des prix du pétrole qui bondissent de 5% ce matin en l'absence d'issue en vue au Moyen-Orient et de violences répétées dans le détroit d'Ormuz. Le baril de West Texas Intermediate pour livraison en juin, référence du marché américain, grimpé de 5,15% à $100,32. Le baril de Brent de la mer au nord pour livraison en juillet, référence internationale, bondissait de 4,57% à $105,92. Les cours repartent en nette hausse, Donald Trump ayant sèchement rejeté la réponse de l'Iran aux propositions américaines pour mettre fin à la guerre. Et à présent, c'est la page sportive. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez. L'actualité sportive, nous commençons par le prix Marc-Viviane Foé 2026. Mamadou Sangaré, premier Malien sacré. Oui, vous l'avez dit, le premier Malien qui remporte ce titre Marc-Viviane Foé et bien international malien, donc évoluant au RC Lens. Mamadou Sangaré a remporté le prix donc pour aujourd'hui, donc en tout cas pour l'année 2026. 24 récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 pour la saison 2025-2026 à donc l'âge de 23 ans. Pour sa première saison en France, le milieu lensois devient le premier joueur malien de l'histoire à obtenir cette distinction, succédant au Marocain Achraf Hakimi, le Parisien. Il a remporté donc ce prix devant les internationaux sénégalais Moussa Niakhaté de l'Olympique lyonnais et Lamine Camara de Monaco. Malheureusement, 2026, bien entendu, ne sera pas encore une fois l'année sénégalaise. Les internationaux évoluant en France devront encore une fois attendre donc avant de remporter ce prix instauré depuis 2009, bien entendu, je rappelle, qui est en train donc d'honorer et d'encourager le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 sénégalais. Il a fait donc une excellentissime saison, le Malien, donc avec 219 points d'écart sur son dauphin, le monégasque Lamine Camara, qui est revenu à la deuxième position, et finalement Moussa Niakhaté qui est donc remporte la troisième place de ce prix Marc-Viviane Foé. Et en Ligue 1 sénégalaise, la course au titre reste aujourd'hui serrée. Oui, vous l'avez dit, surtout donc en ce qui concerne l'AGEL de Rufisque et Teungueth FC, respectivement premier et deuxième. Les deux clubs se sont affrontés hier dimanche à l'occasion de la 26e journée de la Ligue 1 sénégalaise, mais se sont neutralisés sur le score de 0 but partout. AGEL de Rufisque, leader avec 45 points, conserve à ce stade conserve aujourd'hui la première place de ce championnat de Ligue 1 sénégalaise à 1 point d'avance sur Teungueth FC qui est donc deuxième sur le tableau d'affichage et donc totalise 44 points. Bonne opération pour Génération Foot qui a défait Casa Sport 2 buts à 1. Nul donc entre Jaraaf et Sonacos. Même score entre Pikine et Dakar Sacré-Cœur. Tous les autres matchs ont fait match nul, un but partout en Ligue 2 sénégalaise. Djambar est tenu en échec à Kaolack par Saloum, qui, je rappelle, est aujourd'hui toujours leader, mais pourrait être relégué à la deuxième place si SMA FC, face à Guelwaar de Fatick, s'en sort avec une victoire. Douane, troisième, est toujours dans la course et doit jouer donc également ce soir contre Oslo FA. Ce sera donc à 16h30. Dernière phase de préparation pour l'équipe nationale du Sénégal U17 qui joue son match amical, son dernier d'ailleurs, avant le coup d'envoi de la CAN aujourd'hui.
Ce sera donc face à la Tunisie. Il s'agit donc de leur deuxième et dernier match. Je rappelle qu'en début de week-end, ils ont joué donc au match amical. Victoire du Sénégal 1-0. Un match qui a permis à l'équipe nationale du Sénégal d'avoir un avant-goût de ce que va proposer l'Algérie et aussi de sortir de leur zone de confort selon le sélectionneur Lamine Sané. Je rappelle que ce match des Lionceaux, si le match est fini, l'équipe nationale du Sénégal de U17 va donc prendre l'avion direction le Maroc, pays hôte de cette compétition. Le Sénégal fera son entrée en lice le 14 mai contre l'Afrique du Sud. Le Ghana, ce sera donc un match qui se jouera le 17 et puis le 20, Sénégal-Algérie pour clore donc ce qui concerne cette phase de groupe de la CAN U17. En Espagne, le Barça remporte le Classico et le titre du champion face à un Real Madrid apathique au terme d'un classique qu'il a amplement dominé. Le Barça est devenu donc champion d'Espagne pour la 29e fois de son histoire. Eh bien, le classique a été donc remporté hier par le Barcelone. 2-0 en Angleterre. Eh bien, sachez que la course au titre reste toujours donc serrée. Mais Arsenal garde toujours sa première place. Et pour finir cette page sportive, Fatou Abdoulaye, en athlétisme, le Sénégal a dévoilé sa sélection en hommes et en dames pour les championnats d'Afrique Accra 2026. Louis-François Mendy, 110 mètres et Cheikh Tidiane Diouf, 400 mètres et Salissa triple saut sont donc en avant. Les championnats d'Afrique d'athlétisme de cette année vont donc se tenir à Accra au Ghana. Ils vont donc débuter demain, mardi, jusqu'au 17 mai 2026. C'est la fin de cette page sportive. Merci beaucoup, Lamine Senghor. Et puis, nous restons bien sûr avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour. Le meeting de la coalition Diomaye Présidence